Bienvenue sur Jambon Coquillette, un podcast Bubble Mag. Qu'on se le dise, notre société ultra connectée et au rythme effréné n'aide pas nos enfants à se concentrer. Certains ne tiennent pas en place, d'autres sont souvent distraits, d'autres encore ont du mal à terminer ce qu'ils entreprennent. Et nous, parents, sommes souvent désemparés. Comment aider nos enfants ? C'est à cette question que répond Laura Caldironi, sophrologue, dans son livre paru aux éditions Larousse, « J'aide mon enfant à se concentrer ». Dans cet entretien pour Jambon Coquillette, elle nous explique comment fonctionne la concentration chez l'enfant et partage avec nous ses conseils et ses exercices à pratiquer en famille, ainsi que son expérience de maman d'un jeune garçon de 9 ans, Sacha, et d'une petite fille de 6 ans, Nina. Bonjour Laura. Bonjour. Alors que veut dire se concentrer exactement pour un enfant ? Alors la concentration, ce n'est pas un processus inné, mais c'est une faculté qui va s'acquérir, s'entretenir, se développer tout au long de la vie. C'est la capacité à se concentrer sur une tâche en faisant abstraction de son environnement. Donc pour un enfant, se concentrer, ça implique qu'il mobilise ses capacités sensorielles vers un but précis, vers des informations qu'il sélectionne en faisant abstraction des autres informations et des stimulations qui sont pas essentielles. Et ça, c'est particulièrement compliqué pour un enfant parce que ça va lui demander un effort. Voilà, donc un enfant qui manque de concentration n'arrive pas à se focaliser plus de quelques minutes sur un sujet précis, car il est très vite distrait, très facilement par autre chose, par ce qui l'entoure, par un bruit, par une autre personne, etc. Mais quand vous dites que ça s'apprend, c'est-à-dire que l'apprentissage va se faire naturellement au fil du développement de l'enfant, ou est-ce que nous, parents, on participe à cet apprentissage ? Alors, il va se faire pour une partie naturellement, puisque ça fait partie du développement de l'enfant que de développer sa capacité de concentration. Mais moi, je suis persuadée que effectivement, le parent a un rôle très important pour aider l'enfant à développer cette capacité de concentration. En lui permettant d'avoir un environnement dans lequel il se sent en sécurité, dans lequel il se sent suffisamment bien pour pouvoir être en capacité de se concentrer. Est-ce qu'il y a des exercices à faire ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place ? Oui, bien sûr. On va pouvoir aider l'enfant à développer sa capacité de concentration. Donc moi, je suis persuadée que déjà en lui proposant un cadre dans lequel il se sente en sécurité, on sait que la sécurité affective compte beaucoup pour le bien-être physique et mental des enfants. Dès la naissance, en fait, on va pouvoir aider le tout petit enfant à se sentir en sécurité. Et puis, on va développer sa curiosité et sa capacité à apprendre en lui proposant des activités diverses et variées. Ça va du puzzle à la pâte à modeler, à même des activités sportives, etc. Et c'est en particulier avec les interactions entre l'enfant et ses parents que l'enfant va développer le mieux ses capacités de concentration. Donc, câliner son enfant, lui sourire, lui parler, partager des moments de complicité, jouer avec lui sont autant d'échanges quotidiens qui vont participer de son épanouissement et de son développement. On peut tout à fait développer la capacité de concentration de l'enfant dès le tout petit âge, mais même si on constate que son enfant a un peu des difficultés à se concentrer, qu'il est plus âgé, qu'il a 5 ans, qu'il a 10 ans, on peut toujours agir pour favoriser cette capacité de concentration de son enfant. Parce que de ce que je comprends, donc la sécurité affective, c'est vraiment la base. Donc j'imagine que si l'enfant ne se sent pas en sécurité, en fait, il va utiliser son cerveau pour essayer de résoudre ce problème-là avant de pouvoir se concentrer sur autre chose. En fait, c'est l'espèce d'inquiétude, j'imagine, qui l'empêche de penser à autre chose. C'est dans ce sens-là. Oui, c'est entre autres. Effectivement, l'enfant qui est pas dans une sécurité affective, il va mettre toute son énergie sur ses besoins primaires, en fait, son besoin de sécurité, répondre à ses besoins physiques. Et puis il va absolument pas mobiliser son énergie sur ses besoins, on va dire, moins indispensables au quotidien, et notamment les apprentissages, la mémorisation, la concentration.
Alors dans ton livre, tu parles des nombreux éléments qui peuvent nuire à la concentration. Donc, tu parlais des écrans notamment. Est-ce que c'est un vrai sujet aujourd'hui? Alors oui, c'est un sujet qui me tient tout particulièrement, à cœur. Il faut vraiment bien garder à l'esprit que les écrans, nuisent, beaucoup à la concentration, hein. Ce sont des perturbateurs très forts, pour la concentration. Donc il s'agit pas d'exclure complètement les écrans de la vie de nos enfants. Aujourd'hui, ils en font partie, hein. Mais en tant que parent, pour moi, le rôle du parent, c'est de vraiment veiller à encadrer, à limiter l'usage des écrans, pour permettre à l'enfant, hein, de pouvoir faire autre chose que passer des heures à jouer sur le téléphone portable, sur la tablette, devant la télé, etc. Donc il y a quelques petites règles, hein, que moi je conseille de respecter concernant les écrans. La première, c'est pas d'écran avant 3 ans. Ça me paraît être vraiment une règle qu'il faut absolument respecter. Ensuite, à partir de 3 ans, on peut proposer à son enfant, hein, de temps en temps des écrans, mais on va limiter le temps d'écran. L'idée, c'est par exemple de limiter à, on dira, 30 minutes par jour, hein, le temps d'écran, en sachant que c'est un maximum et que ça concerne tous les écrans. C'est pas 30 minutes de télévision, 30 minutes de téléphone, 30 minutes de tablette, c'est 30 minutes de tous les écrans. Et encore une fois, c'est un maximum. On peut tout à fait décider que, par exemple, il n'y a pas d'écran la semaine chez soi et qu'on va regarder uniquement le week-end un film, hein. On peut aussi instaurer des moments et des lieux sans télévision, comme par exemple le temps des repas ou la chambre à coucher. Moi, je conseille également d'éteindre la télévision si personne ne la regarde. Il m'arrive par exemple d'intervenir des fois à domicile et de me rendre compte que chez certaines personnes, la télé, elle est allumée toute la journée, hein. C'est un peu comme un autre membre de la famille. Et ça fait partie, on va dire, de l'environnement sonore de la famille. Alors, si personne ne regarde la télé, il vaut mieux l'éteindre. Tout simplement parce que pour les enfants en particulier, c'est le cas pour les adultes aussi, hein, mais pour les enfants, hein, d'avoir constamment ce fond sonore, ça nuit énormément à leur capacité de concentration, en particulier s'ils sont en train de faire leur devoir. Un autre point important, c'est d'essayer de veiller à limiter l'usage des écrans à partir de 18 heures. Puisque l'exposition à la luminosité, la lumière bleue qui dégage les différents écrans, eh bien ça réduit le taux de mélatonine dans le corps. Et cette mélatonine, c'est l'hormone régulatrice du sommeil. Donc on sait que les écrans ont vraiment un effet très néfaste sur le sommeil. Si je résume, l'écran, c'est qu'à la fois, ça capte l'attention des enfants, donc ils ne concentrent pas cette attention et donc la concentration est autre chose. Et j'imagine aussi que ça les rend un peu flemmards parce que c'est tellement captivant justement, les écrans qu'on n'a pas beaucoup d'efforts intellectuels à faire et on n'entraîne pas sa concentration et sa capacité justement à mobiliser ses ressources intellectuelles. Donc c'est le double peine, quoi. Oui, en fait, les écrans, ça fatigue le système attentionnel des enfants. On a l'impression quand notre enfant est devant, ça c'est quelque chose aussi que j'entends beaucoup, ah là là, il se concentre beaucoup quand il est devant la tablette. Oui, alors ça, c'est pas vraiment de la concentration en fait, hein. Il est capté par les nombreux stimuli visuels et sonores qu'il y a au niveau de l'écran et il est en train de fatiguer son système attentionnel et on sait que les conséquences, elles vont être très nombreuses. Il va être énervé, il va peut-être être excité et puis évidemment cette perte de capacité de se concentrer. On parle de concentration négative, hein, qu'on va distinguer de la concentration positive. La concentration positive, elle va passer par les circuits du langage et elle va permettre de comprendre, de créer. Et c'est pas du tout ce qu'on fait quand on est devant un écran, hein. Et puis il y a un autre élément également très important, c'est lorsque l'enfant joue avec des jeux vidéo ou passe de vidéo en vidéo sur YouTube, hein, qu'il zappe de courte vidéo à courte vidéo, il produit de la dopamine. Et la dopamine, c'est un messager chimique qui est lié à l'attention, qui est lié au plaisir, qui est lié à la motivation. Et lorsqu'il cesse de jouer, il y a une chute très violente de cette dopamine, hein. C'est comme une drogue en fait, hein. Et alors il devient des fois très agressif, hein. Je sais pas, ça, je suis certaine que parmi les personnes qui écoutent, il y a des personnes qui ont déjà constaté ça avec leur enfant, Bon, hein. moi je l'ai constaté avec le mien. Voilà.
Moi aussi, je l'ai constaté avec mes propres enfants. Quand on éteint l'écran, je deviens souvent très agressif, très émotif. Voilà, il perd vraiment toute gestion émotionnelle. Hein, et ça, c'est tout simplement lié à cette chute de la Mmh. dopamine. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez le problème du sommeil en disant que justement que les écrans pouvaient retarder le sommeil, et ça, c'est aussi le manque de sommeil, un des éléments qui peut nuire à la concentration? Oui, le sommeil, c'est vraiment essentiel, hein, pour le bien-être, physique et mental, de toute personne en réalité, hein, mais des enfants en particulier. Et on sait que le manque de sommeil, ça va perturber beaucoup la capacité de concentration, hein. Le sommeil, ça a un rôle réparateur pour l'organisme et ça participe, aux étapes de l'apprentissage, de la mémorisation. Quand on dort, hein, on mémorise tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a appris pendant la journée, hein. Donc un sommeil suffisant et de qualité, c'est vraiment essentiel pour que pour que l'enfant puisse se concentrer. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a, enfin, le sommeil, c'est c'est un enjeu, hein, pour notre société. On dort de moins en moins en fait, hein. Et ça rejoint d'ailleurs la problématique des écrans, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants en fait, hein, regardent les écrans le soir au lieu de dormir, et puis petit à petit grignotent, hein, sur leur sommeil, et ça a de vraies conséquences, hein, sur leur capacité de concentration. Il faut donc une sécurité affective, du sommeil, pas trop d'écran, surveiller les écrans. Heu, Malgré tout, il arrive aussi qu'il y ait des enfants qui, bénéficient de cet entourage, positif et qui restent, avec des difficultés de concentration. Est-ce qu'on peut intimer un enfant, en lui disant, «Concentre-toi»? Est-ce que c'est efficace? Alors, non. L'injonction, ce qu'on a beaucoup de parents répètent et qu'on entend souvent, c'est mais concentre-toi, vas-y, tu fais exprès ou quoi, concentre-toi. Donc, demander de cette façon à son enfant de se concentrer, souvent, ça porte pas ses fruits. Parce qu'en fait, l'enfant, il sait pas comment faire. Il a besoin qu'on lui apprenne, qu'on l'aide, qu'on l'accompagne dans cet effort de concentration en lui proposant des stratégies, en lui donnant des conseils. Mais lui donner l'ordre de se concentrer, souvent, ça a même un effet contraire, hein, parce que ça va bloquer en fait, hein, l'enfant, hein. Donc moi, ce que je conseille, c'est de remplacer la formule «concentre-toi» par «nous allons ensemble trouver une solution pour que tu puisses mieux te concentrer». Voilà. Donc tout de suite, on n'est pas tout à fait dans le même positionnement vers son enfant, hein. Et ça passe par un certain nombre d'étapes. On va d'abord évaluer, hein, ce qui empêche l'enfant de se concentrer, euh, observer avec lui. Peut-être qu'il a un besoin non assouvi, peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il a très très envie de jouer à un jeu. On va proposer à l'enfant une stratégie pour qu'il puisse mieux se concentrer. La stratégie, ça peut être de faire une pause, ça peut être de trouver un jeu qui va nous permettre de nous concentrer, ça peut être aussi de faire un exercice de respiration pour se calmer. Et puis on va essayer en tant que parent d'adopter une attitude cohérente, d'encourager notre enfant, hein. Ça c'est important. Et puis moi je conseille de ne pas dépasser le temps maximal de concentration de l'enfant. Si ça fait une demi-heure qu'on est bloqué sur un exercice de maths, bien il vaut mieux faire une pause, reprendre plus tard, plutôt que s'acharner, et souvent ça porte absolument pas ses fruits, hein. Les enfants ont quand même des durées de concentration qui sont relativement courtes, hein. Donc il faut adapter notre demande à l'état de disponibilité de notre Et enfant. ça dépend de l'âge, j'imagine. Entre un enfant de 5 ans et de 8 ans, c'est pas la même chose? Oui, tout à fait, hein, ça dépend de l'âge, hein. Le tout petit, le bébé est capable, hein, d'être attentif à quelque chose. On le voit, hein, parfois des bébés qui bloquent sur une photo, sur un mobile, sur une couleur. Mais souvent, ça dure pas très longtemps. Et la capacité de concentration, elle va se développer tout au long de l'enfance, hein. On dit qu'en général, hein, un enfant entre 2 et 4 ans va pouvoir se concentrer une dizaine de minutes, rarement Mmh. plus. Euh, Entre 5 et 6 ans, on va dire juste avant l'arrivée au CP, hein, on peut espérer qu'il se concentre 15 minutes.
Et puis, l'arrivée au primaire, on va dire entre 6 et 10 ans, là, pour le coup, le temps de concentration passe à 20 minutes. Mais on voit, c'est quand même assez court, hein. Ils vont avoir besoin de changer régulièrement d'activité, de faire des pauses. À partir de 10 ans, on peut s'attendre à ce qu'un enfant puisse se concentrer 30 minutes. Moi, souvent, je ramène les parents à s'interroger sur leur propre capacité de concentration. Même en tant qu'adulte, on sait que 40-45 minutes, c'est souvent le temps de concentration maximum, hein, sur une activité donnée. Au bout de 40-45 minutes, on va avoir besoin de se lever, on va avoir besoin de boire un café, on va avoir besoin de marcher un petit peu, etc., pour retrouver une meilleure capacité de concentration. Voilà. Et ces temps sont bien sûr indicatifs, ils vont encore une fois varier en fonction de l'enfant, hein, en fonction de ses capacités, de son caractère. Il y a des enfants qui vont se concentrer beaucoup plus facilement que d'autres. D'ailleurs, oui, est-ce qu'il peut y avoir des pathologies de la concentration ? Oui. Oui. Certains enfants vraiment rencontrent des grosses difficultés à se concentrer. Il est possible que certains enfants qui ont des difficultés à se concentrer ont un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. C'est ce qu'on appelle le TDAH. C'est un trouble neurodéveloppemental qui est caractérisé par une inattention, une impulsivité et parfois une agitation. Alors attention, c'est pas juste un enfant un petit peu excité. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il a bon dos, le TDAH. Enfin, on en parle beaucoup et beaucoup de parents très vite. Oui, c'est un peu à la mode. Ça concerne combien de pourcentage d'enfants ? Alors, c'est difficile de donner un chiffre. Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, ce sont des symptômes qui sont fortement prononcés et qui se manifestent dans plusieurs domaines de la vie quotidienne de l'enfant. C'est pas juste mon enfant il saute sur le canapé, il court partout dans la maison. Non, c'est que vraiment on a été alerté par l'école, on a été alerté par le centre de loisirs, on a été alerté par la famille. Ces symptômes, hein, d'inattention, d'impulsivité, voire d'agitation, on les retrouve dans plusieurs lieux et surtout on les retrouve sur une période assez longue. C'est parce que parfois on peut avoir un enfant qui est un petit peu énervé parce qu'il vient de déménager, parce qu'il vient de changer d'école, parce que ses parents ont des problèmes au travail ou qu'il rencontre une période un petit peu compliquée. Là, dans le cas du TDAH, c'est vraiment sur une période prolongée. On dit au moins 6 mois. Voilà. Et c'est vraiment un problème biologique, en fait, neuronal. Hein. C'est pas comportemental, oui, en fait. Oui, tout à fait. Non, c'est pas lié, c'est pas la faute des parents. Ça, c'est ce qu'on entend souvent. Ah oui, mais si vous éduquiez mieux votre enfant, ça se passerait pas comme ça. Absolument pas, hein. Ce déficit de l'attention, c'est quelque chose avec lequel l'enfant est sans doute né, hein. C'est en partie sans doute génétique, mais c'est quelque chose qui va évoluer positivement, sans doute, hein, qui nécessite un accompagnement, mais en tout cas qui n'est pas la faute ni de l'enfant ni des parents. Après, il y a aussi, je dirais pas que c'est une pathologie, mais les troubles de la concentration peuvent aussi toucher des enfants qui ont un profil différent, hein, les enfants qui sont à haut potentiel intellectuel, par exemple, hein, qu'on appelle souvent les enfants précoces ou les enfants surdoués. Ils peuvent aussi présenter parfois des troubles de la concentration, et c'est souvent lié au fait qu'ils s'ennuient, notamment à l'école. Donc, ils partent ailleurs, en fait, hein. Ils se dispersent. Et puis, souvent, ils sont aussi très absorbés par leurs propres pensées. Donc, parfois, certains enseignants vont dire, ouh là là, cet enfant a beaucoup de mal à se concentrer. Et puis, c'est peut-être en réalité que c'est un enfant à haut potentiel intellectuel. Un autre point de vigilance également, hein, ça me tient particulièrement à cœur, hein, c'est tout ce qui est lié aux troubles de la vue et de l'ouïe. Voilà, il y a de nombreux enfants en fait qu'on a considérés comme étant des enfants qui avaient des gros troubles de la concentration, et puis finalement on s'est rendu compte qu'ils avaient une déficience visuelle ou auditive. Les enfants sont capables de compenser, hein, donc parfois on met quelques années à se rendre compte qu'au final l'enfant n'entendait pas bien ou ne voyait pas très bien, et ça peut altérer de façon quand même considérable, hein, ses performances et notamment sa capacité de concentration. Donc moi je conseille souvent aux parents qui viennent me voir en me disant il a du mal à se concentrer en classe, etc. À dire, mais vérifiez aussi la vue et l'ouïe, parce que c'est important de commencer par là déjà. Vigilant sur ce point. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est facilement résorbable dans ces cas-là. Voilà, des lunettes, un appareil, et ça ira mieux. Exactement. Alors j'avais une question qui me tient souvent à cœur quand mes enfants commencent quelque chose. Ça m'énerve toujours parce qu'ils finissent pas toujours ce qu'ils font. Et donc, est-ce que c'est important de donner à son enfant de terminer ce qu'il commence ?
Alors, oui, c'est important hein, d'aider l'enfant à terminer la tâche qu'il a commencée. Hein. Pour lui apprendre aussi tout simplement la persévérance hein, dans la vie de tous les jours. Hein, c'est très important pour ne pas se décourager, pour réussir à surmonter les obstacles, lui apprendre à surmonter les obstacles. C'est autant de défis que l'enfant va rencontrer tout au long de sa vie hein, et aussi de son parcours scolaire. Donc l'objectif, c'est de l'aider à poursuivre hein, son effort, même s'il rencontre des difficultés, même s'il y a des obstacles à la réussite hein, de ce qu'il est en train de faire. Hein. Donc, pour faire cela, moi, je conseille de ne pas finir à la place des enfants. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent pour que ça aille plus vite. Ouais. On dit bon bah c'est bon, je vais le faire parce qu'effectivement, en général, hein, quand le parent le fait, ça va beaucoup plus vite. Hein. Donc, c'est vraiment essentiel que pour que l'enfant apprenne à maintenir son attention, qu'il comprenne que bien l'effort doit venir de lui et qu'il a aussi les capacités à le faire. Parce que quand on fait à la place de quelqu'un, on lui donne l'impression qu'en fait, il n'a pas les capacités de le faire. Et donc, l'enfant peut perdre confiance, hein, confiance en lui. Voilà. Et puis, le petit rituel, c'est de se dire, on finit une tâche avant d'en commencer une autre. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment répéter. De toute manière, la pédagogie, l'éducation, c'est basé sur la répétition. Donc, il y a des petites phrases comme ça qu'on peut répéter. On commence quelque chose que quand on a terminé la chose d'avant. Hein. Donc, ça aide l'enfant à s'habituer à toujours terminer ou ranger hein, l'activité précédente. Encore une fois, oui. Comme vous disiez, c'est qu'il faut répéter sans cesse. En revanche, sans cesse, c'est longtemps, sur plusieurs années, je crois. Oui, non, tout à fait. Hein. La pédagogie, c'est la répétition. C'est pas parce qu'on a dit une fois à son enfant, il faut que tu ranges les chaussures dans le placard quand tu arrives à la maison qu'il va le faire de façon automatique. Hein. Voilà, il y a vraiment cette idée de répéter. Alors ça peut être un peu fatigant pour les parents parfois, hein, mais je pense que ça fait intimement partie du rôle des parents. Moi, j'aime beaucoup le concept des routines. Je trouve qu'avec les enfants, ça marche très très bien. C'est d'essayer de créer des routines. Donc, par exemple, si effectivement on a décidé que on voulait que notre enfant ne fasse plus les devoirs sur la table de la cuisine, mais fasse ses devoirs dans sa chambre, eh bien on va en discuter avec lui. On va lui dire écoutez, moi j'aimerais qu'on mette en place une nouvelle manière de faire les devoirs, que tu les fasses dans ta chambre. Le premier jour, il est quasiment certain qu'il va s'installer dans la cuisine, et puis on va le répéter. Et puis le deuxième jour, et puis le troisième jour. En général, on dit qu'il faut à peu près 3 semaines hein, pour qu'une routine se mette en place. Mais une fois qu'elle est mise en place, on a tout gagné, hein, parce qu'on gagne beaucoup d'énergie à ne pas s'énerver ou à ne pas discuter. Et puis surtout, moi, je trouve que c'est très sécurisant pour les enfants aussi hein, d'avoir des routines. Ça rythme leur journée et pour eux, c'est très important. Ça fait partie d'ailleurs de ce cadre rassurant dont on parlait au départ aussi. Tout à fait. Alors, je sais que vous avez 2 enfants, donc Sacha, 9 ans et Nina, 6 ans. Est-ce que vous, avez aussi, rencontré parfois des difficultés ou comment vous avez, aidé vos enfants à se concentrer? Alors, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières s'agissant de leur capacité à se concentrer. Cela dit, j'ai 2 enfants qui sont très différents. Mon garçon, il est capable de passer 4 heures à construire un Lego dans sa chambre ou 5 heures à faire son dessin de poésie parce qu'il veut qu'il soit absolument parfait. Donc lui, très clairement, il a d'autres soucis. Hein, il n'a pas de soucis au niveau de la concentration. Sa petite sœur, elle est beaucoup plus tonique. Elle est beaucoup plus intense. Elle ne rencontre pas de difficulté à se concentrer, mais en revanche, elle fait les choses très vite. Elle va parfois plus vite que la musique. Elle ne prend pas le temps de lire les consignes ou elle va pas s'appliquer. Donc moi, j'essaye dans ce cadre-là de lui proposer des stratégies, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Je l'invite par exemple à relire 2 fois la consigne avant de faire un exercice. J'essaie de discuter régulièrement avec elle de l'intérêt de prendre le temps de faire les choses avec plus de précision, d'application. Et puis, j'essaie de lui proposer des activités qu'on fait ensemble, hein, notamment des activités manuelles comme des coloriages, des mandalas.
et je prends le temps de bien lui indiquer, regarde comme c'est joli lorsqu'on s'applique. Voilà, j'essaye de l'encourager, de valoriser. Par exemple, quand je me rends compte qu'elle s'est appliquée sur l'un de ses cahiers, je lui dis c'est super, je te félicite. Voilà, donc c'est un accompagnement qui se fait sur le long terme. On va pas tout changer en 2 jours. Voilà. Et puis à la maison, nous on a mis en place beaucoup de routines depuis qu'ils sont tout petits. Je le disais à l'instant, j'aime beaucoup les routines. Donc notamment sur le coucher. Nous ils sont couchés toujours à heure fixe, autour de 20h. Parfois, ça fait un peu rigoler nos amis, parce que ça implique qu'on mange très tôt, on mange tous ensemble à 19h. Mais pour moi, c'est vraiment essentiel. Je sais que si mes enfants sont fatigués, en général, la journée du lendemain, elle est agréable pour personne. Sur les écrans, moi, il n'y a pas d'écran à la maison la semaine. Et ça nous a libéré beaucoup de temps pour faire d'autres activités. Donc, il y a vraiment un investissement parental important. Exactement, oui. On a les parents aujourd'hui ont souvent des vies très 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 remplies. Les papas, les mamans travaillent, et puis parfois, la routine, le quotidien prend le dessus, et finalement, les enfants, on va les chercher tard, on rentre, on fait le repas, on va les coucher vite, et puis il reste pas beaucoup de temps pour avoir des moments de qualité. Alors c'est pas forcément la quantité qui compte, parce que l'idée c'est pas de se culpabiliser parce qu'on rentre tard du travail. On n'a souvent pas le choix, mais de se dire il vaut peut-être mieux prendre un quart d'heure au retour du travail où vraiment on se connecte avec son enfant, on lui parle, on lui fait un câlin, on discute sur la journée, on fait un jeu. Voilà. Moi, ma fille, on joue aux cartes, on joue à la bataille. Et c'est fou comme elle se libère pendant qu'on joue à la bataille. Elle me raconte toujours plein de choses. Ça dure un quart d'heure, mais l'enfant, ça lui permet de remplir son réservoir d'amour, de confiance. Et ensuite, souvent, il va nous laisser le temps de faire le repas, de préparer les affaires pour le lendemain, etc. Alors que si on prend pas ce temps, on va avoir un enfant qui est beaucoup plus agité, qui va peut-être être dans nos pattes, qui va peut-être faire une crise de colère, etc. Donc, je pense que c'est très, très important de prendre du temps pour se connecter avec ses enfants. Ça participe ensuite au bien-être de l'enfant qui va pouvoir mobiliser ses capacités de concentration. Alors, il est bientôt l'heure de nous séparer, Laura, et voici ma dernière question. Quelle est votre recette SOS quand vous n'avez pas le temps de cuisiner ? Alors, ma recette SOS, alors nous, c'est ce qu'on appelle nos soirées pique-nique. On sort de ce qu'on a dans le frigo en général, donc peut-être des tomates cerises, du melon ou des carottes à croquer, selon la saison, un peu de jambon, un peu de fromage, et puis tout le monde est ravi de picorer ce qui lui plaît dans notre petit pique-nique. En ce qui nous concerne, mon mari et moi, c'est 0 effort de préparation. C'est quand même un énorme avantage. Et au final, c'est des moments de plaisir partagé parce que les enfants, ils adorent. Et puis nous aussi. Donc, voilà, ça, on en a plus ou moins régulièrement. Alors moi, je m'inquiète un peu quand les soirées pique-nique, ça commence à dépasser 2 ou 3 fois par semaine. Je me dis qu'il y a quelque chose qu'il faut que je repense parce que je me dis c'est pas possible. Donc, c'est arrivé, il y a eu des semaines où pour X ou Y raison, c'était trop chargé et il y avait beaucoup de soirées pique-nique. Mais en général, on est plutôt autour d'1 fois par semaine. Laura, merci beaucoup. Je rappelle encore le titre de votre livre « J'aide mon enfant à se concentrer » aux éditions Larousse, sorti très récemment et qui reprend un peu et développe encore plus ce qu'on a vu ensemble et qui est vraiment très, très efficace et pratique à avoir sous la main. Si vous avez aimé ce podcast, accordez-lui 2 petites minutes pour lui attribuer quelques étoiles et rédiger un commentaire avant de le partager avec votre entourage. À bientôt!